Hello mes chers amis, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un épisode. Je dois vous dire que je suis un petit peu émue parce que j'ai décidé de me relancer dans des épisodes solo. Une fois n'est pas coutume, pour ceux qui m'écoutent depuis très très longtemps, eh bien sachez que je pense autour de 2018-2019, j'avais cette tradition des épisodes solo. Je dirais qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, je répondais à vos questions et donc je faisais tout un travail pour vous demander justement quelles étaient vos problématiques du moment et ensuite j'y répondais, donc je travaillais pas mal pour préparer tout ça et j'y répondais sur le podcast. J'ai complètement perdu cette habitude, si je suis tout à fait honnête avec vous, un peu par manque de temps et aussi parce que j'aime tellement aller à la rencontre de mes invités que je m'étais un peu plongée dans les épisodes qui sont plus des épisodes donc de rencontres et d'interviews. Et finalement, les temps ont changé, je change, j'évolue, j'ai 41 ans et demi, bientôt 42, le podcast fête ses 7 ans et donc j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu de nouveau, un retour aux sources, à l'essentiel entre guillemets, où je vais à nouveau vous proposer avec régularité, je vais pas me mettre de contraintes en disant c'est forcément une fois tous les mois, etc., mais avec une certaine régularité quand même des épisodes solo. Donc déjà la première chose, c'est que je serais extrêmement, sincèrement heureuse et reconnaissante si vous pouvez à l'issue de cet épisode me dire si ça vous plaît, ou si vous préférez me dire non mais Pauline continue à faire uniquement des interviews et les leçons parce que franchement ces épisodes solo on n'en veut pas, ça m'intéresse, je préfère que vous soyez très honnête et transparent avec moi de la même manière que j'essaye de l'être avec mes invités et avec vous sur mes réseaux sociaux. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi, et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto, Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise, seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Donc ça y est, je me lance dans cette nouvelle aventure de l'épisode solo avec vous et j'en profite pour dire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si jamais ça n'est pas le cas, l'autre moyen vraiment qui a un impact énorme et qui peut m'aider beaucoup au quotidien pour faire vivre ce podcast, eh bien c'est si vous vous abonnez. Je sais que ça paraît complètement stupide de le dire parce qu'on se dit non mais elle a tellement d'abonnés, machin, etc. Bah non, en fait ça compte et je vais vous dire un truc, chaque personne compte, chaque mot qu'on m'envoie compte, vraiment me touche sincèrement et donc si vous pouvez partager mais aussi surtout vous abonner au podcast quelle que soit la plateforme ou sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple, et bien sincèrement ça m'aide énormément, voilà c'est dit. Alors voilà, j'ai voulu vous faire un épisode solo et je me suis dit quel est le sujet que j'ai envie d'aborder. Vous avez compris, c'est un peu une période particulière pour moi parce qu'en fait là je fête littéralement les 7 ans du podcast. J'ai lancé, pour ceux qui ne le savent pas, ce podcast en mars 2018 à une époque où je me posais beaucoup de questions sur moi-même, sur ma vie et j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin d'un vent de fraîcheur, j'avais besoin de me lancer dans autre chose que ma vie professionnelle qui à l'époque était concentrée mais à 400% sur Gemio, donc ma marque de joaillerie. Et le fait d'avoir cet autre projet, sincèrement, je vous assure, mais ça m'a complètement allégée. Ça m'a fait retrouver du goût, même pour Gemio, pour mon activité business. Je pense en réalité avec le recul que j'étais un peu, à la limite, un peu du burn-out en fait, en tout cas en pré-burn-out. Et le podcast m'a vraiment permis de me redécouvrir et de me plonger vers d'autres personnes, en fait, d'arrêter de penser un peu à mes problèmes et de penser aux problèmes des autres. Donc ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que 7 ans plus tard, c'est un peu rebelote. Je vous dirais pas que je suis en burn-out, pas du tout, même si j'ai le nez bouché, comme vous pouvez l'entendre. Je suis un petit peu malade en ce moment, vous m'en excuserez. Mais je sens que j'ai quand même besoin de nouveautés, en tout cas d'un certain renouveau. J'ai fait une newsletter à ce sujet il y a pas très longtemps pour dire, bah voilà, j'ai envie de replonger dans quelque chose qui me ressemble plus maintenant. C'est vrai que quand j'ai lancé le podcast, bah c'était il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, j'avais moins de 40 ans, j'avais plein de problématiques qui étaient liées à mon business. Et moi-même, je m'écoutais pas tant que ça. Et c'est pas un reproche, c'est juste qu'à l'époque, j'en avais pas besoin honnêtement. Et c'est ok, j'en avais pas besoin, mais j'étais à 400, à 4000%
1000% sur mon boulot. Je pensais qu'à ça toute la journée, à Gemio, comment développer la boîte, comment recruter, comment être une meilleure manager, comment être un leader, etc. Et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast et que, vous le savez, ce podcast, en fait, il vise à aller dans les coulisses de la vie et du succès de mes invités. J'essaie vraiment de comprendre d'une manière très pratico-pratique qu'est-ce qui a fait leur succès, je le décortique avec eux. Parce qu'en fait, c'était tout simplement ce qui m'intéressait à l'époque. Je dirais pas que maintenant je suis passée à autre chose. Bien sûr, ça m'intéresse de comprendre le coulisses des succès de mes invités et je vais continuer à faire des interviews. Mais en réalité, il y a autre chose. Et notamment, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les coulisses, il n'y a pas que le travail. Il y a en fait comment est-ce qu'ils gèrent leur vie, quoi. Parce que pour moi, le succès, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires qu'on fait, le salaire qu'on se paye à la fin du mois ou les investisseurs qu'on arrive à attirer. Non, en fait, c'est bien plus que ça. Et c'est notamment à quel point on est aligné dans sa vie, à quel point on se sent épanoui là où on est, à quel point on se sent bien et on est prêt à durer pendant des années. Et je me suis rendu compte que là, j'avais à un moment donné dans ma vie, c'est peut-être la crise de la quarantaine, je ne sais pas, vous me direz si vous vivez la même chose, mais besoin de plus de temps pour moi, pour ma santé, pour mon wellness, pour ma santé mentale. Et donc, j'ai envie de donner un peu plus cet angle également au podcast, sans vriller à 400% et révolutionner le podcast. Et ensuite, si vous voulez uniquement faire des épisodes sur la qualité de vie, la santé mentale, la méditation, non, on va rester quand même dans quelque chose d'un peu business et carrière, mais en ajoutant, je veux vraiment pas soustraire des choses, je veux plutôt ajouter, garder la partie business et ajouter dessus plus de dimensions personnelles, intimes, autour et concrètes aussi et spécifiques sur notre qualité de vie pour que le succès qu'on va découvrir de mes invités, c'est pas uniquement leur succès commercial, c'est le succès de leur vie et c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir pour moi, c'est-à-dire combien de temps ils dorment le soir et c'est quoi leurs petites habitudes pour dormir, leur alimentation, comment est-ce qu'ils gèrent, est-ce qu'ils prennent des vacances et comment est-ce qu'ils gèrent les vacances, enfin que ça soit plus uniquement des problématiques autour du management, du business, des RH, du chiffre d'affaires, du marketing, qui est ça, mais qui est, comme je disais, aussi toute cette partie un petit peu plus humaine, tout simplement, et incarnée. Donc, concrètement, par quel bout est-ce que ça va venir et comment est-ce que ça va se matérialiser? Eh bien, on va pas changer grand-chose au sens où je vais toujours avoir des épisodes de podcast où j'ai des invités. C'est juste que pendant que je vais poser ces questions habituelles à mes invités, eh bien, je vais leur poser plus de questions spécifiques sur leur lifestyle et j'ai déjà commencé à le faire un peu. Je pense par exemple à l'épisode avec Marie-Robert où je pense l'avoir bien fait. Je pense aussi à l'épisode avec Léon Loluza de l'ESCP où je l'ai plus fait. Et vous voyez, c'est vraiment dans cet angle-là que j'ai envie d'amener un peu plus les interviews. Le deuxième point, c'est que j'ai envie aussi d'être plus spécifique. Pendant longtemps, pour tout vous dire, je m'interdisais de demander des noms de marques, des lieux précis, des exemples précis parce que je trouvais que ça pouvait avoir un côté un peu commercial. J'avais peur que ça devienne un moment de pub et que si je demande, je sais pas, à Marie-Robert, donc de Philosophie Sexy, quels sont, je sais pas, ses rituels de beauté préférés, si elle me disait un nom de marque, je me disais, oh là là, ça va faire pub camouflée, du coup, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, je m'interdisais, je me brimais un peu, je me rends compte avec le temps, je m'interdisais à leur poser des questions spécifiques sur ces sujets. Alors que ce sont des sujets qui m'intéressent, et que même si je vais pas forcément acheter ces produits-là, en fait, j'ai bien envie de savoir finalement qu'est-ce qui se cache dans la trousse de toilette de Marie-Robert. Donc, je vais leur poser plus de questions spécifiques à tous, et même pour tout vous dire, ça me fait bien rigoler de demander à des personnes comme Alain Juillet, qui a 84 ans et qui a quand même été le directeur de la DGSE, donc c'est-à-dire des services secrets français, finalement c'est quoi ses rituels de bien-être et essayer de comprendre spécifiquement, je ne sais pas quelle est sa marque de café préférée, ça me fait quand même bien rigoler. Donc j'aimerais aller plus loin si vous voulez dans le côté coulisses pour vraiment comprendre d'une manière plus tangible et plus concrète qu'est-ce qui se cache derrière les habitudes finalement de mes invités. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est donc ces fameux épisodes solo où je vais parler un petit peu plus moi-même de mes propres habitudes de vie, mes rituels. Je le partage déjà pas mal sur mes réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte que sur le podcast, pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais j'ai pas mal de personnes qui écoutent mon podcast ou qui me suivent sur YouTube qui me connaissent pas trop. Parce qu'en fait, ils me voient comme Pauline, l'intervieweuse, et c'est bien, mais je suis intervieweuse. Et en fait, je vais vous dire la vérité, 90% de mon activité, c'est pas d'être l'animatrice de ce podcast et de cette chaîne YouTube. En fait, c'est quand même de diriger une entreprise de 100 personnes qui est Gemio, d'avoir ma vie, de vivre en Suisse, d'essayer de concilier un peu tout ça comme tout le monde parce qu'on n'arrive jamais à te faire entrer dans une même journée. Et donc, j'avais un peu plus envie de partager tout ça parce que la légitimité, je pense, que j'ai à faire ce podcast, c'est justement parce que je ne fais pas qu'un podcast. Et donc, je me dis, c'est un peu dommage. Finalement, je me suis enfermée moi-même, si vous voulez, dans je suis une podcasteuse, je me suis une intervieweuse et je ne fais qu'interviewer. Là encore, vraiment, soyez hyper francs et honnêtes avec moi. En commentaire, là, sur YouTube, si jamais vous me regardez sur YouTube, via le podcast,
sur les réseaux sociaux, LinkedIn, vous savez que je réponds franchement à toutes les questions, enfin en tout cas j'essaye de répondre à toutes les questions de tout le monde, et oui c'est moi qui gère mes réseaux sociaux, eh bien ça me ferait très très plaisir que vous me disiez si ce type d'épisode vous fait plaisir ou pas. Si jamais c'est pas le cas, vous me le dites avec franchise, je ne vous en tiendrai pas rigueur, bien au contraire, j'aime les gens honnêtes, parce que je pense que c'est aussi ce que je suis, et je pense que c'est comme ça que se nouent les vraies amitiés, avec de la sincérité. Alors maintenant, trêve de bavardage, je vous ai fait cette grande annonce, je vous ai expliqué que je vais un peu renouveler le podcast, ça n'est pas une grande révolution, mais on va dire que c'est un petit pas de côté vers un petit peu plus de lifestyle et un tout petit peu moins de business, ou plutôt pas moins de business, mais du business et du lifestyle. Et donc, je vais me lancer tout de suite dans ce premier épisode solo par vous parler d'un sujet qui, je crois, vous intéresse beaucoup, qui sont les habitudes, les grandes habitudes qui nous forgent au quotidien, qui nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Et en l'occurrence, dans mon cas, j'ai réfléchi quelles sont quelques grandes habitudes qui vraiment ont soit changé ma vie, et c'est quand même assez fort de le dire comme ça, j'essaye pourtant de ne pas utiliser ces mots avec un aspect trop racoleur, mais qui ont eu un impact profond, on va dire, sur ma vie. L'habitude numéro 1, elle va vous paraître folle, mais pourtant c'est une habitude qui m'a permis de retrouver beaucoup plus de temps, de ne pas me sentir dépassée, de mieux dormir, de dormir plus longtemps également, et de plus lire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette habitude, Pauline? Un truc de dingue! Eh ben, les amis, c'est aussi simple que se désabonner de Netflix. Vous allez me dire, c'est fou, ce n'est pas vraiment une habitude. Mais c'est quand même mentalement un certain pari. Et en fait, c'est aujourd'hui un parti pris fort de ne pas être sur Netflix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça fait maintenant donc à peu près 4 ans, je dirais, depuis que j'ai déménagé en Suisse. J'ai décidé quand j'ai déménagé en Suisse de ne pas me réabonner à Netflix alors que j'étais abonnée plus jeune. Et on le sait bien, quand on arrive chez soi, on est fatigué, on n'a pas forcément envie, après une grande journée de travail, de se plonger dans un livre compliqué d'André Comte-Sponville sur la philosophie de la vie. On n'a pas forcément envie de travailler, on n'a pas forcément envie de faire des choses compliquées, on a envie de se relaxer. Et c'est tout à fait légitime. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général pour beaucoup de personnes? C'est qu'on finit la journée dans son lit ou sur son canapé ou devant sa télé à soit regarder de la télé d'ailleurs, soit à regarder des épisodes de Netflix. Et c'est vrai que c'est génial, c'est souvent hyper bien fait, c'est drôle, on passe un super moment, c'est divertissant, donc on se sent bien, on est un peu addict en plus en général parce qu'il y a quand même un épisode qui suit après l'autre, donc bref, c'est sur le papier absolument formidable. L'autre truc assez formidable, c'est que c'est aussi un bon moyen de créer du lien social, parce que je l'ai analysé, et c'est vrai que bien souvent, quand vous déjeunez avec des gens que vous ne connaissez pas très bien, vous les rencontrez, la conversation assez facile, c'est de parler de telle et telle série, trop cool, trop stylée, et vous allez quand même commencer à pouvoir dire « Ah ben non, moi je pense que celle-ci elle est mieux, etc. » Donc c'est un sujet de conversation facile qui permet de casser la glace avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Donc 2 arguments qui sont pour le Netflix. Pourtant, comme je vous le disais, moi l'habitude qui a changé ma vie, c'est le fait de me désabonner de Netflix et de ne plus regarder du tout de séries. Même pour tout vous dire, je ne regardais pas la télé avant, je n'ai jamais eu de télé chez moi, j'avais uniquement un écran qui était branché donc pour avoir du Netflix par exemple. Et bien donc moi j'ai pas eu ce problème-là, mais j'aurais envie de vous dire, pour vous l'habitude, ça pourrait être de ne pas regarder la télé et de ne pas être abonné à Netflix. Pourquoi est-ce que ça a changé ma vie? Parce que si vous mettez bout à bout le nombre d'heures que vous passez à regarder des séries, une fois de plus, je dis pas que c'est agréable, imaginez le temps que vous allez pouvoir économiser. J'ai l'impression d'être un peu stupide en disant ça, mais pourtant ça compte tellement. Imaginez que quand vous regardez un épisode, mettons, c'est 20 minutes, mais en fait, vous en regardez jamais un de suite. Vous allez en regarder 1, 2, 3, parce que justement, c'est fait pour être 20 minutes et donc pour être un petit peu addictif et pour faire en sorte que vous allez passer non pas 20 minutes, mais plutôt 1h30 dessus. Et donc, vous vous retrouvez à être au lit à 10h30 en vous disant, je vais regarder un épisode, mais finalement, vous en regardez 3. Et donc, vous finissez globalement autour de minuit, parce qu'entre-temps, en plus, vous êtes fait un chocolat chaud, etc. Et donc, vous dormez moins de temps, parce que vous êtes couché significativement plus tard. Par ailleurs, vous avez été devant un écran toute la soirée, donc votre qualité de sommeil va être bien meilleure. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire l'ouvrage vraiment extrêmement accessible et pourtant très intéressant du professeur Matthew Walker, Why We Sleep. Pourquoi nous dormons en français, qui est un bouquin sincèrement que j'ai envie de donner, je l'offre littéralement à tout le monde. Lisez-le, je l'ai déjà mis à mon book club, et donc ce livre vous explique bien en quoi les écrans, notamment les écrans avec un fond bleu, mais même n'importe quel écran, en fait, vont créer une agitation cérébrale qui va faire que vous allez tout simplement beaucoup moins bien dormir, parce que quand vous allez vous coucher après avoir regardé un film ou une série Netflix, eh bien votre cerveau, votre
cortex va être tout simplement beaucoup plus agité et donc vous n'êtes pas dans un état de vous endormir facilement. Donc en fait, non seulement vous avez perdu 2 heures parce que vous avez passé plus de temps éveillé à regarder une série, ce qui n'était pas prévu, mais en plus, vous allez mettre 1 heure de plus à vous endormir et votre qualité de sommeil va être moins bonne. Donc en fait, vous dormez 6 heures au lieu de dormir 8 heures et en plus, comme je le disais, c'est pas un sommeil qui est très réparateur. Donc alors là, mon compte double si vous voulez. Ne parlons pas de l'impact sur la longévité du sommeil qui est absolument crucial. Ne parlons pas du fait que les femmes, j'ai lu une étude récente extrêmement intéressante qui montre que les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes. Pourquoi? Peut-être parce que nous sommes encore plus intelligentes et que nous faisons plein de choses en même temps. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, apparemment, les hommes ont plutôt besoin de dormir 7 à 8 heures par nuit et les femmes plutôt 8 à 9 heures par nuit. Donc déjà, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, ne soyez pas complexés d'être une grosse dormeuse si vous dormez 8 à 9 heures par nuit. Vous n'êtes pas du tout une grosse dormeuse, vous êtes une dormeuse femelle. Et oui, et donc vous dormez un petit peu plus. Et c'est très bien comme ça parce que certainement votre corps en a besoin. Bref, tout ça pour dire que le sommeil compte beaucoup et Netflix en est l'ennemi à peu près numéro 1. L'autre raison pour laquelle je pense que c'est une habitude très simple à garder, au-delà du fait que ça va vous économiser un petit peu de sous et de sommeil, eh bien ça va vous permettre de lire davantage. Et en fait, ce que j'ai fait, et c'est ça mon habitude, me désabonner de Netflix a été remplacé et le livre absolument formidable qui décortique les habitudes et comment elles fonctionnent de James Clear, qui s'appelle Atomic Habits en anglais, là aussi je vous invite à le lire, c'est extrêmement instructif, eh bien ce livre-là va vous expliquer que une habitude, en fait, est très difficile à casser, puisqu'en fait, c'est le principe d'une habitude, sauf si elle est remplacée par autre chose. Et en l'occurrence, si vous avez un petit rituel avant de vous coucher, qui est de regarder un ou deux épisodes de votre série préférée sur Netflix, c'est fine. Ne l'arrêtez pas, parce qu'en fait, ça va être impossible pour vous d'arrêter de but en blanc sans le remplacer. Il faut le remplacer par quelque chose. Et en l'occurrence, je vous invite vivement à le remplacer par de la lecture. Et oui, pourquoi? Parce que la lecture, au-delà d'être extrêmement intéressant si vous choisissez des livres appropriés, mais même sincèrement un livre simple, en fait, va, je suis sûre, vous apporter quelque chose. Ça fera travailler une autre partie de votre esprit, votre système parasympathique, qui va plus être dans un temps long et qui va aussi, comme on dit en anglais, wind down votre esprit, c'est-à-dire que vous allez peu à peu, en fait, rentrer dans un univers qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, un peu plus méditatif aussi, et donc vous permettre de mieux vous endormir. Et donc la lecture est un extrêmement moyen, bien sûr, de se cultiver, mais aussi un très bon moyen, en fait, de se relaxer pour ensuite mieux dormir, respirer, avoir une concentration sur un objet d'attention qui est calme, qui est stable, et donc qui va vous permettre de mieux dormir. Et donc, sincèrement, depuis que je fais ça, je dors mais comme un bébé, 8 à 9 heures par nuit parce que je suis une femme et que j'assume d'être une grosse dormeuse femelle, et d'autre part parce qu'en fait, quand je lis quelque chose, je rentre en fait dans cet univers, dans une espèce de préphase de sommeil, quoi, en fait, où je vais commencer un petit peu à me relaxer, à me détendre, et ensuite pouvoir m'endormir. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de commencer à lire un livre, et puis au bout de 10, 15, 20 minutes, en fait, mais vous êtes appelé par le sommeil, c'est le marchand de sable qui est passé, et en l'occurrence, ça se passe extrêmement bien, et du coup, vous allez très bien dormir. Donc, bref, tout ça pour vous dire, c'est une habitude très simple, j'espère qu'elle vous plaira. Et je sais que ça peut faire peur, parce qu'en fait, il y a presque une pression sociale aujourd'hui à regarder des épisodes de séries, une fois de plus pour en parler autour de vous. Bah, en fait, c'est pas grave. Franchement, à un moment donné, reprenez le contrôle de votre vie et de votre santé. Si jamais vous pensez que la lecture peut vous aider à la fois à mieux dormir, à vous cultiver sur des choses sincèrement peut-être un petit peu plus intéressantes qu'une série Netflix qui certes est divertissante, mais qui va peut-être pas fondamentalement vous apporter quelque chose, vous faire réfléchir, mais en fait, vous avez le pouvoir, vous avez le contrôle de reprendre la décision de là où vous allez mettre votre attention. Moi, je crois beaucoup au fait d'être très intentionnel, vous savez, dans nos prises de décision et d'essayer d'un peu plus contrôler, mais pas au sens rigide, plus au sens, une fois de plus, d'être intentionnel sur nos actions de vie. Et en l'occurrence, plutôt que de vous laisser embarquer par plaisir, par simplicité, par habitude, une fois de plus, vers de la série, je vous invite à plutôt aller sur de la lecture. Si vous me dites, oui, mais Pauline, j'ai mon mari, j'ai mes enfants qui regardent avec moi, en fait, rien ne les empêche également de lire. Vous pouvez tout à fait leur faire écouter cet épisode de podcast. Vous pouvez aussi vous désolidariser. Mais en effet, je pense que tout ça, ce sont des excuses et que vous avez intérêt à reprendre ce contrôle pour vous sentir mieux, tout simplement. En tout cas, sans jugement, bien sûr. Si vraiment vous avez envie de garder vos séries, faites-le. Mais moi, je vous dis, ça a littéralement changé ma vie. Je dors mieux, je trouve que j'apprends plus
Et bien souvent, quand les personnes qui écoutent mon podcast ou me suivent sur les réseaux me disent: «Comment fais-tu pour lire autant?» Bah les gars, je regarde pas de séries Netflix 8 heures par jour, quoi. Donc en fait, à un moment donné, c'est pas très compliqué, hein. Si je lis déjà 15-20 minutes tous les soirs avant de m'endormir, bah, mis bout à bout, à la fin de la semaine, ça fait quand même beaucoup d'heures de lecture. Et donc oui, j'ai largement le temps de lire plein de livres qui m'intéressent et qui m'élèvent. Voilà pour cette première habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Habitude numéro 2, alors là je vous préviens, elle n'est pas totalement poétiquement correcte, donc je risque de me faire un peu taper sur les doigts. Vous me le direz là aussi sur les réseaux sociaux et puis en commentaire sur YouTube. C'est pas grave si je me fais taper sur les doigts, il faut que j'assume un petit peu. Cette habitude, c'est de déléguer au maximum tout ce qui relève de l'intendance de votre maison. Qu'est-ce que je veux dire? Les courses, le ménage, le repassage. Et là, je vous entends, la levée de bouclier. Vous allez me dire, oui, mais Pauline, tout ça coûte de l'argent. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui fait mon repassage, je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui fait mon ménage, etc. Je pense que bien souvent, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Je pense qu'il y a bien souvent un sentiment de culpabilité aussi à ne pas faire ces tâches ménagères, alors qu'en réalité, si vous prenez un petit peu de recul, ce temps-là, à moins que ça soit du temps qui vous relaxe et qui donc devient un moment productif pour vous, et on pourra en parler séparément, mais c'est un moment dans ce cas que je vous invite effectivement à vivre. Si jamais c'est une tâche qui est une corvée que vous vous obligez à faire par culpabilité ou en cherchant un peu des excuses et en disant que vous n'avez pas les moyens de le faire, eh bien je vais essayer de déconstruire ici avec vous toutes ces mécaniques et ces automatismes de pensée. D'abord la culpabilité, moi je suis hallucinée de voir notamment des femmes, je dois vous dire, qui n'osent pas déléguer cette tâche parce qu'elles ont ensuite peur de ne pas paraître des femmes qui prennent soin de leur foyer, de leur famille. Elles ont vraiment une culpabilité à l'idée d'être trop carriériste, trop business, ou juste de prendre du temps pour elles et donc d'être un peu flemmarde, si vous voulez, parce qu'en fait, il y a mari, enfant dont il faut s'occuper, et donc elles se mettent un peu dans ce rôle, et c'est vraiment un rôle qu'elles vont porter, d'être la maîtresse de maison. Alors, on n'est plus au 19e siècle, les amis, et je pense que vous pouvez tout à fait être une femme épanouie, libérée, féminine, et en même temps prendre soin de votre famille sans pour autant faire les tâches ménagères. Et donc, j'ai vraiment envie de vous libérer de ce sentiment de culpabilité si jamais vous l'avez. Au-delà du fait que, bien évidemment, votre mari et votre famille, vos enfants, devraient contribuer aussi, puisqu'en fait, c'est un travail d'équipe. Vous n'êtes pas la seule personne responsable de l'harmonie du foyer, mais a priori, c'est un travail qui doit être réparti sur tout le monde. Eh bien, je pense par ailleurs que ça n'est pas le rôle uniquement de la femme de le faire. Je ne suis pas une féministe aguerrie, au sens où je ne suis pas branle-bas de combat en train de dire que les hommes, ce sont des méchants, etc. Non, mais par contre, je crois quand même à l'équité des tâches, et en l'occurrence, avec mon mari, on a toujours eu vraiment une répartition des rôles qui est extrêmement claire, de telle sorte que personne ne se sente lésé. Et je pense même d'un point de vue du couple et des enfants, sincèrement, ne pas avoir en permanence ce sentiment de prendre des choses sur soi en tant que femme et de gérer pour les autres, de se sentir uniquement au service des autres en permanence, eh bien je pense que c'est beaucoup plus simple, vous allez vous sentir beaucoup plus légitime, beaucoup plus responsable, et même vous allez avoir plus confiance en vous. Donc créez un peu ces limites, créez ces cadres, discutez-en, je pense, avec votre famille d'une manière ouverte, franche, mais aussi sincère, pour dire, en fait, je ne veux pas tout faire à la maison, j'ai vraiment envie que ce soit un travail d'équipe, je ne suis pas la seule en fait à devoir travailler, puisqu'en fait, c'est une communauté, et toute la communauté donc doit y participer. Donc ça, c'est vraiment sur le premier aspect qui est l'aspect, on va dire, culpabilité, où je vous invite à vous en libérer. Le deuxième point, c'est la partie financière, qui est une réalité. Mais bien souvent, sincèrement, ce sont des excuses. Et on se dit, je n'ai pas les moyens d'avoir une femme de ménage, alors que par exemple, je déteste faire le ménage. J'ai déjà envie de vous dire, imaginez le temps que vous allez gagner si jamais vous n'avez pas à faire par exemple ce ménage qui vous prend, je suis sûre, plusieurs heures par semaine. Imaginez le temps que vous pouvez consacrer à votre famille davantage, à des activités, des hobbies annexes, à peut-être faire plus de cuisine par exemple si c'est quelque chose qui vous plaît, à lire plus, à dormir plus, à faire du sport en plus, à prendre soin de vous, à aller faire un massage en plus. Donc déjà, n'imaginez pas que ce sont des tâches qui sont utiles et donc dont le temps est absolument nécessaire. En fait, en réalité, ce temps-là, vous pourriez totalement le déplacer sur quelque chose qui a plus de valeur ajoutée pour vous. Petite ouverture de parenthèse, si faire le ménage est quelque chose qui vous détend et vous plaît, ou le repassage, et c'est un moment pour vous, vous écoutez un podcast, etc., à ce moment-là, bien sûr, gardez-le. Je ne suis pas du tout dans ce jugement-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le ménage, je dis simplement que si c'est quelque chose que vous vivez comme une corvée, il faut absolument que vous l'enleviez et que vous arrêtiez de vous imposer cette tâche-là, qui en réalité est du temps littéralement perdu en termes de productivité pour vous ou pour votre travail, alors que vous pourriez
consacrer ce temps à autre chose. Fermeture de parenthèse. Donc pour revenir à nos moutons sur le sujet du budget, oui bien sûr c'est un budget, mais je suis sûre qu'il y a plein de moyens d'économiser. Je vous prends un exemple, quand j'ai créé Gémeo, on s'est payé moins que le SMIC pendant plus de 2 ans, et ben j'avais quand même une femme de ménage que je payais bien, normalement, même pour tout vous dire, elle était employée, donc en fait, on n'était même pas au black. Mais ce que je faisais, bah, c'est que tout ce que je pouvais faire en moins, toutes les petites dépenses que je pouvais faire en moins, et ben en fait, je priorisais plutôt sur le ménage, parce que pour moi, c'était important de ne pas faire le ménage. Pas parce que j'aime pas faire le ménage, mais parce que je voyais bien que le temps que j'allais passer à faire du ménage était du temps que je ne passerais pas à faire d'autres choses plus importantes pour moi. Une fois de plus, c'est une question de priorité. Et donc, en l'occurrence, bah, à l'époque, je partais pas en vacances, j'allais chez des amis uniquement, et donc j'avais juste les billets de train à payer, mais je ne louais pas une villa, j'allais pas dans un hôtel, j'allais jamais au restaurant, je mangeais, oui, des choses très très simples qui coûtaient pas très cher. Donc en fait, je faisais plein d'économies à d'autres endroits. Et je vois encore aujourd'hui des personnes qui parfois s'interdisent le plaisir d'avoir une femme de ménage parce que c'est, une fois de plus, un peu mêlé à de la culpabilité de dépenser de l'argent sur des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Mais à ce rythme-là, sincèrement, bah en fait, vous pourriez tout faire vous-même, hein, sincèrement. Et donc, c'est du temps que vous n'allez pas passer sur faire sur autre chose. Et donc, c'est bien dommage parce qu'on pourrait totalement se dire que ces personnes-là, plutôt que d'aller dans un hôtel 4 étoiles en vacances pendant 2 semaines ou au Club Med, formidable Club Med, bah, ils peuvent aller dans un gîte et ça coûte beaucoup moins cher et c'est hyper sympa. Et moi, pendant des années, j'allais dans des gîtes quand j'avais pas du tout de sous. Et franchement, j'en garde un souvenir absolument merveilleux et c'était OK. Et parfois, je vais vous dire la vérité, on payait 50 € la nuit et c'était hyper bien. Et bah oui, en fait, c'est comme ça. Et donc, j'avais ma femme de ménage et j'étais à 50 € la nuit dans un gîte. Et bah c'est OK, j'avais ma femme de ménage du coup quand j'étais à Paris. Et donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a beaucoup d'automatismes, de barrières mentales qu'on se met sur ces sujets-là. Et ça peut paraître futile, mais l'habitude de déléguer les tâches d'intendance qui sont des moments où vous allez peut-être être drainé de votre énergie premièrement, et deuxièmement perdre du temps qui pourrait être consacré à quelque chose de plus productif, pas uniquement du travail, hein, une fois de plus, ça peut être du sport, ça peut être autre chose, eh bien je pense vraiment qu'il faut que vous posiez la question et que vous disiez, aujourd'hui, quelles sont les tâches qui sont littéralement inutiles dans ma vie. C'est-à-dire que ça n'apporte aucune valeur à moi qui je suis, mais il faut qu'elles soient faites quand même. C'est ça le principe de l'intendance. Eh bien, ces tâches-là, chers amis, déléguez-les. Ne vous trouvez pas d'excuses. Ayez la conversation avec votre famille s'il le faut. Trouvez des moyens d'économiser s'il le faut pour pouvoir arrêter de consacrer du temps à des choses qui littéralement ne vous apportent rien. N'oubliez pas, j'arrête pas de le dire, c'est mon obsession, votre temps est votre ressource la plus précieuse. Consacrer plusieurs heures par semaine à quelque chose qui littéralement ne vous apporte rien, mais sincèrement c'est un drame. C'est un drame, je pèse mes mots, c'est du temps que vous ne passez pas à des choses qui vous apportent, qui vous élèvent, qui vous animent, qui vous donnent de l'énergie, du temps passé en famille, etc. Donc ne négligez pas ça. C'est bête à dire, mais sur des années, il y a un effet cumulatif qui va faire que les 2-3 heures que vous passez par semaine sur certains sujets vont se transformer en années. Et donc, n'y réfléchissez pas à la légère et je vous invite vraiment à faire comme moi, à prendre cette petite habitude de déléguer toutes vos tâches d'intendance. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. C'était un petit peu politiquement incorrect parce qu'il y a toutes ces, je pense, questions un peu de culpabilité, etc. Mais en même temps, ça me tenait à cœur de vous le dire parce que là encore, hein, à chaque fois je vous vois sur les réseaux sociaux, vous me dites mais comment fais-tu pour faire autant de choses, Pauline? Bah, je vais vous dire la vérité, je me concentre uniquement sur les choses utiles. Je sais pas si vous avez lu la très jolie biographie de Will Smith, qui est assez intéressante. Et bah Will Smith, par exemple, explique qu'il a un chef à domicile qui fait tous ses repas. Moi, c'est pas mon cas, hein, je fais mes repas moi-même, mais en l'occurrence, lui estime qu'il doit consacrer tout son temps disponible à d'autres projets et que la cuisine, par exemple, il n'a pas envie de consacrer son temps à ça, ça ne lui apporte rien de le faire. Par ailleurs, il a envie de bien manger, donc il a envie de faire attention et donc il paye une personne. Là aussi, il a les moyens de le faire, bien sûr, mais il a fait depuis très longtemps le choix d'investir sur quelqu'un qui va l'aider dans son quotidien pour avoir une bonne alimentation sans qu'il ait lui-même à y consacrer du temps. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne suis pas Will Smith, vous non plus, donc peut-être que vous allez dire, ah, d'accord, tu me compares à Will Smith, machin. Je vais donner aussi des exemples personnels qui, je pense, sont plus parlants, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas prendre cette notion à la légère. Je compte sur vous. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode solo, mon premier depuis, je pense, 2020, donc petite pression. Je serais très curieuse de savoir si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous aimez que je vous partage ces anecdotes et ces exemples un peu plus personnels et plus pratico-pratiques. Dites-le moi
le mieux c'est en commentaire sur YouTube ou si vous écoutez le podcast sur un podcast, et bien à ce moment-là sur LinkedIn, sur Instagram, vous savez que je vois tous les messages, que ce soit en message direct ou pourquoi pas, ça peut être aussi bien sûr en commentaire d'un de mes posts. Ça me ferait très très plaisir de savoir si ça vous a plu, de savoir si vous avez envie d'appliquer ces 2 petites habitudes aussi. Et je vous dis un grand merci pour votre attention, votre écoute attentive. Je vous souhaite d'avoir une merveilleuse journée pleine de gratitude, pleine de générosité, pleine de temps consacré à vous, aux projets qui comptent pour vous et à vos priorités. Reprenez ce contrôle et apprenez toujours à rêver grand. Allez, à bientôt les amis.